Bonjour à vous toutes et tous. Donc, je reviens dans cette vidéo pour continuer par rapport au cours qu'on a fait en présentiel. Donc, nous avons présenté dans la vidéo précédente des deux premiers cours qu'on a réalisés en présentiel, à savoir celui de la définition de la planification, des types de planification, les avantages et les inconvénients, enfin les obstacles de la planification dans le champ des relations publiques. Nous avons présenté également le processus, eh bien, les étapes du processus de la planification en relations publiques, ainsi que les deux méthodes qu'on utilise dans le champ des relations publiques afin de réaliser une planification. Bien sûr, le résultat du processus de la planification mène vers le plan des relations publiques. Donc, c'est aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons commencer par parler du plan des relations publiques, ces éléments. Quels sont les éléments qu'on trouve dans le plan des relations publiques? Bien sûr, bien évidemment, le premier élément qu'on trouve, et nous l'avons à plusieurs reprises expliqué, c'est la recherche. Bien, si vous voulez, le diagnostic de la situation, le diagnostic, comme nous l'avons déjà présenté et explicité, il s'agit d'une étape de recueil de données concrètes à utiliser afin de faire la planification. Et bien sûr, cette recherche nous permet d'avoir une vision plus claire sur la situation de l'entreprise, sur la situation de l'activité de la direction des relations publiques. Donc, après avoir effectué cette recherche et collectant toutes les données nécessaires à travers les méthodes qu'on a présentées, donc la deuxième étape, c'est le deuxième élément qui vient après la recherche, c'est la fixation des objectifs. Bien sûr, là, nous devons faire attention à une chose importante et primordiale. Il y a deux types d'objectifs. Il y a un objectif stratégique. Un objectif stratégique, c'est un objectif qui se fixe à moyen et à long terme et qui exprime la vision de la fonction des relations publiques dans la vie. C'est-à-dire à une période plus importante, à une période plus longue, nous pouvons dire sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Je donne un exemple. Développer une image positive de l'entreprise auprès de ses publics pour, bien sûr, pour se montrer une entreprise ouverte, dynamique, moderne. Là, si vous avez remarqué, il n'y a pas des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer tout de suite la réalisabilité de cet objectif, mais bien au contraire, il exprime une vision, c'est-à-dire une vision par rapport à la situation que nous voulons atteindre dans le futur. Et bien sûr, l'objectif stratégique nous conduit vers le troisième élément qui est la fixation d'un objectif opérationnel, ou bien la planification des actions. Notez bien qu'un seul objectif stratégique peut donner plusieurs actions. C'est-à-dire, on peut bien sûr avoir plusieurs actions pour le même objectif. Et bien sûr, là, c'est totalement différent par rapport à l'objectif stratégique. Là, il y a une méthode qu'on peut appliquer afin de planifier nos actions ou bien afin de définir ou bien de fixer les objectifs opérationnels. Cette méthode appelée SMART. SMART qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un objectif opérationnel spécifique à une situation, disons, spécifique à une telle situation, mais il ne peut pas être réalisé dans une autre situation. Puis, il faut qu'il y ait mesurable, il nous donne des indicateurs de mesure. Il y a par exemple distribuer 5 000 diplômes ou bien prospectus dans la ville de Bijaya.
Donc, nous pouvons tout de suite mesurer la réalisabilité de cet objectif. C'est-à-dire, si nous arrivons à distribuer 5 000 clients, bien 5 000 prospectus sur des gens de la vidéo du budget, donc nous avons atteint l'objectif. Donc, nous avons dit spécifique, mesurable. Troisième élément, il est réaliste, c'est-à-dire il est, ou bien si vous voulez, réalisable. C'est quelque chose susceptible à être réalisé. Pas quelque chose d'abstrait. On ne peut pas, par exemple, à travers une recherche, nous avons trouvé, bien, nous avons constaté que notre entreprise, elle est dans la 30e position sur le marché. Et du coup, nous ne pouvons pas fixer un objectif opérationnel, dire se placer comme première entreprise dans une année. Donc, ce sera difficile de le réaliser et, il ne donne pas, c'est-à-dire en cette période, ce sera difficile de le réaliser. Donc là, il faut veiller à ce qu'elle à ce qu'il soit un objectif réalisé. Il y a par la suite le quatrième élément, faut qu'il soit un objectif acceptable. Acceptable, bien accessible. Accessible dans le sens, il est accessible à tous les acteurs intervenants afin de le réaliser, soit en interne, soit en externe. C'est-à-dire, il faut que, en interne, par exemple, les personnes qui vont intervenir vont comprendre c'est quoi notre objectif. C'est ce que nous cherchons. Ça lance, il est difficile de travailler dessus, et puis d'avoir l'implication de ces personnes dans la réalisation de ce projet. Donc, il faut qu'elle soit aussi, donc nous avons dit accessible, nous avons parlé de la réalisabilité ou bien réaliste, et le dernier élément, c'est temporel, c'est-à-dire il faut qu'elle soit définie dans le temps, c'est-à-dire dire, par exemple dans un mois, dans une semaine, dans une année, il faut délimiter ou bien il faut définir une période pour la réalisation de cet objectif, sinon ce sera plus difficile de mesurer. Après la planification de ces actions, bien sûr, chaque action est à destination d'un public. Donc, l'autre élément qui vient après la planification des actions, c'est la définition du public cible. Bien sûr, rappelez-vous, dans l'étape de la recherche, il y a ce qu'on appelle l'analyse des stakeholders, c'est-à-dire l'analyse des parties prenantes, il y a l'analyse du public à travers, bien sûr, un certain nombre de critères qui vont nous permettre de classifier les publics, enfin de catégoriser les publics, de ressortir des catégories, des sous-catégories de publics à travers des critères sociodémographiques, à travers des critères de socio-style ou bien de style de vie, des centres d'intérêt, ainsi de suite. Là, c'est important de savoir chaque action vise un public. Donc, si nous visons des femmes, donc quelle catégorie de femmes? Est-ce que c'est en interne, à l'intérieur de l'entreprise, ou bien à l'extérieur de l'entreprise? C'est à l'intérieur de l'entreprise. Quelles sont, par exemple, telle catégorie de public comment dirais-je, qui est concernée, et ainsi de suite. En externe, c'est la même chose. Donc, il faut en revenir et savoir quel est le public concerné, définir des catégories, je sais pas, des actionnaires par exemple, et puis des actionnaires, des actions à destination des actionnaires, des actions à destination des journalistes, des actions à destination des fournisseurs, et ainsi de suite. Donc, là, c'est important de définir le public cible d'une manière bien précise. Après la définition du public, donc, nous avons la conception des messages. On ne parle pas de la même manière avec tous les publics. Et chaque public, à travers ses caractéristiques, nous demande, nous exige à concevoir un message adapté.
c'est-à-dire adapter le message selon le public en cible. Bien sûr, là, quand il s'agit d'un public impliqué, rappelez-vous, en premier semestre, nous avons fait ça concernant des publics impliqués, des publics non impliqués, des publics qui ont une connaissance par rapport à la situation, par rapport au problème, par rapport à l'entreprise. Donc là, c'est bien de savoir tous ces éléments. Et à travers ces éléments, nous allons concevoir un message adapté à notre public. C'est comme choisir des mots à utiliser. Je sais pas, utiliser déjà par rapport quand on parle avec le public des jeunes, ou bien un mot populaire qu'on utilise dans une région. Donc, c'est important, c'est important de l'utiliser afin de toucher, afin de toucher le public. Après, bien sûr, le choix, ou bien la conception du message selon le public cible, nous avons le choix du moyen. Le choix du moyen, bien sûr, est lié au public et est lié au message. C'est-à-dire, c'est la nature du message qui nous définit, ou bien c'est la nature du public qui nous définit quels sont les moyens à utiliser. Car nous avons utilisé des moyens qu'utilise notre public. Disons, pour les jeunes, par exemple, nous avons constaté à travers notre recherche qu'ils utilisent des réseaux sociaux numériques. Donc, dans les réseaux sociaux numériques, il faut qu'il y ait un message concis, un message clair, un message direct, et ainsi de suite. Nous allons choisir des mots limités pour les diffuser à travers les réseaux sociaux numériques. Donc, il s'agit des femmes, par exemple, des femmes au foyer qui utilisent la radio. Donc, l'absence de l'image nous exige à travailler sur le son, à travailler à ressortir, par exemple, à travers l'expression, certaines émotions, ainsi de suite, à transmettre, par exemple, à un public différent. Après, bien sûr, il faut noter une chose importante. Pour réussir les étapes, en tout cas pour tout le plan des relations publiques, il faut veiller sur la combinaison stratégique, c'est-à-dire combiner entre un élément et un autre. Il n'y a pas une séparation, si vous voulez, c'est un cheminement, c'est une continuité. Il faut qu'il y ait de la cohérence entre les éléments qu'on aborde à travers dans le plan. C'est-à-dire chaque élément nous conduit systématiquement au choix d'un autre élément et du coup, l'élément est adapté à celui qui le précède. Donc là, c'est important de veiller surtout sur les quatre éléments qu'on a cités, action, public, donc message et moyen. Il faut qu'il y ait une sorte de combinaison entre les quatre éléments, car c'est les quatre éléments les plus importants. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la référence de Thierry Detailleur sur le plan de communication. Vous allez trouver un peu plus d'éléments explicatifs par rapport à, à cet élément. Donc après le choix des moyens, il faut fixer un calendrier. Et le calendrier, il y a trois paramètres essentiels à prendre en considération pour choisir des dates, bien pour choisir des périodes. Nous avons un premier élément, c'est la disponibilité de la cible. C'est-à-dire, nous choisissons une date, bien une période, donc notre cible est disponible. Par exemple, je vise des parents d'élèves, donc, je vais programmer une action dans la période de la rentrée scolaire. Je vise, par exemple, je sais pas, un public, je vois dans quelle période il sera disponible. Ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre qu'on va prendre en considération, ou bien que nous prendrons en considération, c'est l'absence, la dualité absence et présence des concurrents. C'est-à-dire, quand un concurrent lance une campagne, une action, un ensemble d'actions, donc il est demandé à l'entreprise, aux relationnistes, de réfléchir, de temporiser, par exemple, pour une autre période. Ou bien, quand il constate qu'il y a une absence totale de tous les concurrents sur le marché, nous pouvons lancer notre campagne, ou bien notre action. Pourquoi? Parce que nous allons
nous allons quand même assurer une certaine visibilité et une certaine efficacité à nos actions. Le troisième paramètre, c'est de choisir des dates symboliques. C'est-à-dire, nous visons par exemple à parler avec les femmes et nous choisissons le 8 mars. Par exemple, nous voulons faire une campagne dans une région, par exemple en Kabylie, nous pouvons choisir une date symbolique, par exemple le 2 janvier dans Berbère, ou bien le 20 avril, le printemps berbère, ou bien une date symbolique comme ça qui symbolise quelque chose à une région. Par exemple, on peut faire le 8 mai, par exemple, pour faire une action par rapport à la révolution dans la région de Farata, ou bien de Khanchla, ou bien dans une région comme ça, et, où cette date est, 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 est symbolique. Ça par rapport au calendrier. Après le calendrier, nous avons le budget. Il y a deux choses essentielles à retenir sur le budget. Il y a la première chose, c'est quand le budget est attribué au préalable, c'est-à-dire à l'avance. L'entreprise fait la répartition du budget sur les directions, donc nous allons faire une planification adaptée au budget réel. Tout dépend, si nous avons 500 000 de dinars, donc nous allons planifier selon les 500 000 de dinars. Sont dépassés les 500 000 de dinars. La deuxième chose que j'aimerais évoquer là, c'est concernant le budget estimatif. C'est quand on fait une planification, un plan, et nous allons définir pour chaque action un budget estimatif bien sûr, à base des informations qu'on va récupérer sur l'action, ainsi de suite. Et nous allons faire une estimation par rapport à une action, et l'ensemble des estimations nous donne un budget global estimatif. Le budget global estimatif, nous allons le présenter dans un plan pour la direction générale, et la direction générale peut nous accorder la totalité du budget, peut nous demander de réduire parce qu'il s'agit d'un budget élevé. Donc, dans ce cas, c'est pour cela je vous ai expliqué, je vous ai dit, il faut classifier vos actions selon des priorités, car si la direction générale nous demande de réduire le budget, nous allons éliminer évidemment des actions moins importantes. Donc là, c'est important de réfléchir sur ça et il faut justement avoir un budget bien un accord et de soutien de la direction générale par rapport au budget. L'autre élément qui vient après le budget, c'est avant ça, bon, j'ai oublié une chose dans le calendrier, n'oubliez pas de prévoir un calendrier inversé. Qu'est-ce que un calendrier inversé? Un calendrier inversé, c'est le calendrier en inverse, c'est-à-dire, par exemple, J-30, J-29, J-10, J-15, jusqu'au jour J, le jour où se réalisera l'action. Et je vais inscrire dans chaque date la chose, ou bien, voilà, la chose que je vais faire, que je vais réaliser. J-30, par exemple, je contacte les actionnaires. G-29, l'acquisition du matériel nécessaire. G-28, envoi d'invitation. G1, ainsi de suite. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre selon mon calendrier inversé. C'est-à-dire, quand il vient le G-30, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cocher. C'est bon, l'action est réalisée. G-28 et ainsi de suite jusqu'au jour J. Jour J, c'est-à-dire le jour de la réalisation de l'action ou bien de l'événement, il faut que toutes les autres actions ont été réalisées pour s'assurer de la réussite de l'événement. Ça, c'est par rapport donc, je viens vers un autre élément. Nous avons discuté du budget. Après le budget, donc, il vient le pilote, bien le pilotage. C'est quoi le pilotage? C'est-à-dire, c'est de choisir des pilotes. Pilote par action, c'est préférable. Chaque action, elle sera pilotée par une personne. Cette personne, c'est le responsable de cette action. Il peut mobiliser par la suite son équipe.
c'est-à-dire une équipe qui va l'aider à la réalisation de l'action. Et le pilote doit avoir un tableau de bord. C'est quoi un tableau de bord? C'est comme le tableau de bord d'une voiture ou d'un avion qui contient des fonctionnalités, c'est-à-dire des boutons, compartiments, c'est la même chose. C'est le même principe en management. Le tableau de bord, c'est d'inscrire quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de suivre les actions. Par exemple, distribution de prospectus. Donc, je vais mettre, par exemple, pour la première journée, nous avons distribué 500 flyers, 510 clients. Pour la deuxième journée, 100, et ainsi de suite. Par exemple, contact de personnes, quelles sont les personnes contactées, l'apparition d'articles dans la presse, par exemple, dans tel journal, combien d'espace, combien de mots, et ainsi de suite. C'est des indicateurs qui vont nous permettre de suivre minutieusement l'action. C'est important de retenir une chose importante. Ce tableau de bord va nous permettre, bien sûr, de modifier l'action en cas peut se révéler difficile à réaliser ou bien quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est un tableau de bord qui va nous permettre de contrôler, de suivre et de contrôler l'exécution de toutes les actions par les pilotes et par leur équipe. Par exemple, pour tout ce qui est action de communication numérique, nous avons choisi le pilote, le responsable de la communication numérique, qui va mobiliser des personnes, une personne chargée des réseaux sociaux numériques, une personne chargée du site Internet, une personne chargée de la messagerie professionnelle, et ainsi de suite. Après, à la fin, le dernier élément qui vient, c'est l'évaluation. L'évaluation, rappelez-vous, nous avons discuté de l'évaluation à plusieurs reprises. Je vous ai dit que l'évaluation se fait en deux manières. Il y a une évaluation attachée ou bien liée à l'action du suivi et du contrôle de l'exécution, c'est-à-dire c'est une évaluation en même temps qu'on exécute l'action, en même temps qu'on évalue l'efficacité de l'action. Et quand ça demande, on peut modifier, on peut trouver des solutions quand il s'agit d'un problème. C'est ça. Pourquoi cette première évaluation qui doit se faire en amont? Donc, c'est une évaluation qui va nous permettre de modifier à tout moment, de revoir, c'est-à-dire une action ou bien quelque chose comme ça. Ça, c'est la première évaluation. La deuxième évaluation, c'est une évaluation qu'on fait à la fin, c'est-à-dire à la fin de la réalisation de tout le plan, nous allons effectuer une évaluation. Bien sûr, rappelez-vous, l'évaluation dans ce cas se fait sur l'ensemble des éléments du plan, du départ jusqu'à la fin, en posant des questions. La recherche est-il efficace? Les données recueillies ont-elles été, par exemple, mobilisées, ainsi de suite. Toujours des questions comme ça dans chaque étape. L'objectif stratégique est-il bien fixé? Les moyens mobilisés sont-ils suffisants? Le budget, ainsi de suite. Excuse-moi. Donc, il y a deux éléments importants à signaler dans ce. Il y a une évaluation qui se fait à base bien une évaluation quantitative, c'est-à-dire d'avoir des données quantitatives concernant la réalisation du plan, bien l'exécution de toutes les actions, par exemple contenant des indicateurs mesurables concernant la distribution de flyers par rapport à certaines d'autres choses. Et il y a une évaluation qualitative, qui veut dire se poser la question sur la qualité. Parce que, par exemple, nous recevons des remerciements des personnes importantes, d'un responsable, quelque chose comme ça. Donc, c'est un indicateur
qualitatif qui va nous permettre de savoir notre efficacité. Bien sûr, l'évaluation dans ce cas, c'est une méthode correctrice, c'est-à-dire qui va nous permettre de corriger dans l'avenir, de corriger lors de nos prochaines planifications. Ça, c'est par rapport à l'évaluation. Donc, il vient après le cours du plan des relations publiques, il vient la stratégie des relations publiques. Nous avons débattu de ça lors des séances présentielles. Nous avons dit qu'il faut réfléchir à la stratégie. Ce n'est pas quelque chose de concret, mais il s'agit de la réflexion. La réflexion, c'est-à-dire dans la pensée, c'est quelque chose qui se fait au préalable. C'est comme le dit Sun Tzu, la guerre se prépare au moment de la paix. C'est-à-dire, ce n'est pas au moment de la guerre qu'on va préparer la guerre, mais au moment de la paix, au moment avant la guerre, qu'on prépare nos actions et qu'on nous réfléchissons sur les actions à faire. Donc, la stratégie est un processus de pensée. Est un processus de pensée, bien un processus lié au pensée qui prend en considération l'élément des imprévus, bien des coïncidences qui surgissent et qui nous imposent, qui nous exigent de voir d'autres scénarios à appliquer. Ces scénarios, bien sûr, ils sont réfléchis au préalable. Mais il faut savoir une chose, il faut faire la distinction, bien la différence entre trois concepts qu'on utilise souvent dans le domaine des entreprises. Stratégie, politique et tactique. Stratégie est liée au processus de pensée. Et bien sûr, qui nous définit les visions, les objectifs à atteindre à long terme. La politique, il s'agit bien lié au champ du pouvoir, c'est-à-dire au champ en matière de négociation, en matière d'alliance, en matière, c'est-à-dire d'idéologie. Quelle est l'idéologie de notre organisation, bien de notre entreprise, bien quelque chose comme ça. Tactique est liée au champ opérationnel, c'est-à-dire c'est comment déployer les moyens, les ressources sur le terrain, trouver des échappatoires par rapport à certaines situations, Ça, c'est par rapport à la différence entre les trois concepts. Et bien sûr, notez bien une chose importante, la politique englobe englobe les autres éléments. Donc, la stratégie de relations publiques peut se définir de la manière suivante. C'est un processus qui nous définit les orientations de la direction des relations publiques, et qui nous définit aussi c'est-à-dire la manière d'intervention dans le domaine de la communication, en matière de ressources disponibles, en matière de moyens, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour savoir que la stratégie se fait. Mais la réflexion stratégique en relations publiques se focalise sur un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est de définir les orientations stratégiques de la direction des relations publiques. Quelles sont les orientations que le relationniste vise à atteindre c'est-à-dire, est-ce que il travaille sur l'image, il travaille sur tel volet, la manière avec laquelle il veut atteindre telle orientation stratégique. Ça, c'est le premier. Deuxième élément, définir un cadre général de la fonction des relations publiques, c'est-à-dire quels sont un cadre général à respecter, à ne pas franchir, des limites à ne pas franchir dans l'exercice de la fonction de relations publiques. S'assurer ou bien veiller sur la cohérence. Veiller sur la cohérence en matière de fixation d'objectifs entre les objectifs de la direction des relations publiques et avec les autres objectifs d'autres directions. Pourquoi nous l'avons déjà expliqué, car les objectifs qui, bien sûr, qui se contredisent, si vous voulez, donc ensemble,
consomme des ressources sans atteindre l'efficacité, ou bien pour éviter la répétition des objectifs à mobiliser. Ça, bien sûr, veiller sur la cohérence, veiller sur, pardon, défendre la réputation. C'est l'ultime objectif des relations publiques, nous l'avons vu. Cette réputation, c'est pour cela que je vous ai dit, il faut veiller sur la cohérence, car des objectifs qui se contredisent nous conduisent à perdre ou bien à nuire à notre réputation. Et puis, tout objectif à fixer doit intégrer au préalable les éléments de la réputation. Ça, c'est important aussi de le savoir. Donc, euh, réfléchir sur les moyens de communication et enfin les moyens de communication à choisir. Euh, enfin, réfléchir sur les moyens, sur les périodes, parce que c'est important, comme je l'ai déjà expliqué, choisir par exemple une période importante par rapport à cette symbolique, une période importante parce que sur la disponibilité de la cible, disons, les méthodes à utiliser, quel est l'axe de communication important à choisir qui va nous permettre de bien sûr, de se distinguer par rapport aux concurrents. Donc, tous ces éléments doivent faire une, une réflexion pointue, une réflexion au préalable afin bien sûr, de mesurer l'efficacité des éléments, des éléments par rapport aux périodes, par rapport au ciblage, par rapport aux moyens à utiliser, par rapport aux méthodes à employer. Donc, tous ces éléments doivent être pris en considération. Par rapport aux stratégies utilisées dans les relations publiques, c'est vrai, nous avons présenté uniquement une première classification, une première catégorie. C'est les stratégies selon le message. Nous avons parlé de deux stratégies selon le message. La première catégorie, c'est les stratégies émotionnelles, qui veut dire c'est des stratégies, enfin, c'est des stratégies, pardon, rationnelles en premier lieu. C'est des stratégies qui sont basées sur une argumentation logique qui provoque la réflexion du destinataire, ou bien la réflexion du public. Il est adapté pour des publics impliqués, ou bien des publics qui ont une connaissance par rapport à la cause en question. Donc, de ce fait, ils ont besoin de plus d'informations, de plus de données explicatives par rapport à la situation. Euh, c'est pour réfléchir, pour pouvoir les convaincre. Nous trouvons dans cette première catégorie un ensemble de choix stratégiques que nous pouvons utiliser. Nous avons en premier lieu une stratégie, bien des choix stratégiques de la classification. Avant la classification, donc d'harmonie, qui veut dire qu'il faut s'assurer de l'harmonisation, bien de veiller sur l'harmonie entre les arguments à utiliser, les arguments logiques, par exemple, je ne sais pas, je peux donner des exemples, des chiffres à développer, dire par exemple, il y a des milliers de personnes, 1500 personnes qui souffrent de tel, ou bien quelque chose comme ça, donc c'est des arguments logiques. Mais veiller sur la cohérence, l'harmonie en matière d'arguments à utiliser. Le deuxième élément, c'est la classification. C'est-à-dire classifier les arguments selon le plus important, c'est pas le plus important, le plus fort, l'argument le plus fort vers l'argument le moins fort et dans la conception du message. On commence toujours par l'élément le plus important, l'élément qui peut qui peut nous, qui peut nous euh, donc, par rapport à la stratégie de classification, donc nous avons dit classifier ou bien
mettre une classification en commençant par des arguments les plus forts vers des arguments les moins forts dans la conception des messages à diffuser un public. Et le dernier choix stratégique qu'on trouve dans cette catégorie, c'est stratégie d'influence, c'est-à-dire de choisir des arguments qui influencent le plus sur la réflexion des destinataires et parfois même faire recours à certaines manipulations pour atteindre l'objectif de convaincre les autres. La deuxième catégorie que nous trouvons dans les stratégies de message, c'est les stratégies émotionnelles. Contrairement à la première catégorie, les stratégies rationnelles, les stratégies émotionnelles provoquent l'émotion, c'est-à-dire la stimulation sentimentale des publics. Et il est adapté pour des publics qui ne sont pas impliqués ou bien qui n'ont pas des connaissances par rapport à la cause en question. Donc, ils peuvent être influencés par, disons, les, les, des arguments qui se basent sur des émotions, et ce n'est pas sur la réflexion. Nous pouvons trouver dans cette catégorie des choix stratégiques. C'est comme le choix stratégique, une stratégie d'expression, c'est-à-dire comment on le dit. Ça se joue sur la tonalité de la voix, ou bien le temps, pardon, sur le temps. Donc, c'est la manière de faire, bon, vous pouvez le constater en tout cas dans les discours politiques, par exemple, les allocutions d'ouverture, quand par exemple, une personnalité insiste sur un mot, et, par exemple, hurler, euh, répéter à plusieurs reprises le même mot, ou bien quelque chose comme ça. Donc, c'est une stratégie d'expression. La deuxième stratégie, bien la deuxième choix stratégique, c'est l'autodéfense. Et si vous voulez se victimiser pour se défendre, ou bien créer un ennemi étranger pour se défendre. C'est comme dire, par exemple, nous avons des ennemis qui nous entourent de partout, donc nous sommes surveillés de partout, des choses comme ça qu'on peut utiliser dans le message afin d'influencer les publics. Et nous avons le choix stratégique de la répétition, c'est-à-dire de répéter chaque fois dans chaque message la même chose. Et comme le dit De Gaulle, la meilleure rhétorique, c'est la répétition. C'est-à-dire répéter, jusqu'au moment où le message sera ancré bien mémorisé par les publics. Donc ça, c'est utilisé d'ailleurs dans la publicité beaucoup plus. Quand le message publicitaire est répété de la même manière à plusieurs reprises, c'est pour permettre au destinataire, au public de mémoriser aussi facilement. Le dernier choix stratégique, c'est la stratégie d'incarnation. C'est-à-dire incarner quelque chose, ou bien incarner un objet, incarner quelque chose dire par exemple, je suis le descendant du prophète, dire par exemple, moi je suis de la famille des Shuhada, j'incarne la société, ou bien j'incarne la volonté de ce peuple pour un changement, quelque chose comme ça. Donc c'est des éléments, bien c'est des choses qui poussent la personne à se présenter comme le mérité de cette chose. Il incarne cette chose afin d'influencer les destins. Jusque-là, nous avons terminé les éléments qu'on a présentés lors de nos séances en présentiel dans le cours. Et bien sûr, il me reste juste à vous souhaiter en lecture, parce que j'ai présenté les, 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 les- les documents en PDF, les 4 cours qu'on a réalisés en présentiel. Bien sûr, je les ai publiés sur mon espace de learning en PDF. Je vous souhaiter également bon courage pour vos examens. Travaillez bien sûr, révisez beaucoup et travaillez bien sûr.
Bon courage à tout le monde et à la prochaine.